Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de la télévision Bonferré et bienvenue dans cette grande édition d'information. Édition que nous débutons avec les nouvelles de la région de Difa. Plus de 300 personnes ont perdu la vie dans la région de Difa suite aux attaques de Boko Haram depuis février 2015. C'est le bilan dressé par le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA. Depuis 2014, la région de Difa accueille des milliers de réfugiés déplacés et retournés. Détail Balima Brem. La région de Difa, depuis la première attaque du 6 février 2015, a estimé le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA dans un bilan dressé et publié hier jeudi. Selon le document, à la date du 22 août 2017, 334 personnes ont perdu la vie dans les attaques attribuées à Boko Haram, 147 ont été blessés, 56 autres kidnappés et 3 disparus. Le département de Bosso, d'où est partie la première attaque sur le territoire nigérien, paie le plus lourd tribut avec 230 morts et totalise 70% des cas. Il est suivi par Difa avec 73 morts et Ngigimi 31 morts. La dernière attaque du groupe armé de la région remonte en début juillet 2017 où 9 personnes ont été tuées, 39 autres enlevées dans le village de Ngalewa dans le département de Ngingimi. Depuis cette attaque, un vaste mouvement de la population réfugiée de Difa a été constaté vers le Tchad. On estime à plus de 10 000 personnes qui ont fui les exactions de Boko Haram à Difa pour se réfugier au Tchad voisin. La région de Difa reste la plus touchée par les attaques de Boko Haram, tant sur le plan économique que sécuritaire. Plusieurs marchés hebdomadaires restent fermés depuis février 2015. L'état d'urgence décrété et maintes fois renouvelé limite le déplacement des populations des villes comme des campagnes. Le syndicat national des médecins spécialistes a débuté le mercredi dernier une grève de 5 jours. La revendication du SIMES reste toujours la même, le statut particulier pour les médecins spécialistes. Une lutte qui dure depuis plus de 3 ans maintenant et qui n'a toujours pas trouvé de solution. Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou pour le constat. Après plus d'un mois d'accalmie, le syndicat des médecins spécialistes renoue avec le mouvement à travers le lancement d'un mot d'ordre de grève de 5 jours qui a débuté le mercredi 23 août dernier. Les motifs de ce mot d'ordre de grève, la non prise en compte des revendications des médecins spécialistes. Cette grève de 5 jours que les médecins spécialistes ont lancée à compter du mercredi 23, c'est encore pour rappeler aux autorités, c'est pour rappeler à la population, à l'opinion nationale et internationale que la revendication des médecins spécialistes est toujours d'actualité. Cette revendication, c'est quoi? C'est la réparation d'une injustice que nous demandons. L'injustice, on l'a dit à maintes reprises, comme vous le savez, tout agent de l'État qui part se former, au bout d'un an qui revient avec son diplôme, il bénéficie d'un reclassement. Ce qui n'est pas le cas pour les médecins. Vous partez pour la spécialisation, vous faites 4 à 5 années, eh bien, vous êtes toujours à la case de départ, vous ne bénéficiez pas de ce reclassement. Selon Kongize Zibeirou, l'État fait fi des revendications des médecins spécialistes, qu'il considère d'ailleurs comme des revendications de complaisance. Il y avait une période où il y avait un petit silence pour essayer de voir un peu comment les autorités vont continuer à traiter la question, la revendication des médecins spécialistes. Mais malheureusement, comme on le dit, c'est le statu quo et au contraire, c'est même une marche en reculant. Malheureusement, nous sentons qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler ce problème. Depuis l'arrivée de ce ministre à la tête du ministère, c'est une marche en reculant. Vous vous souvenez, ce ministre, lors de son interpellation par l'Assemblée, disait que le gouvernement a tout fait pour les médecins. Eh bien, s'il dit cela, ce qui sous-entend du moins que la revendication des médecins spécialistes, en quelque sorte, ce n'est qu'une revendication de complaisance. Et à nos yeux, ce n'est plus ni moins qu'une façon de jeter l'huile sur le feu. Le mouvement de grève des médecins spécialistes a débuté depuis 2014 avec comme revendication principale la création d'un statut spécial pour les médecins spécialistes. Mais 3 ans après, c'est toujours le statu quo. Le syndicat démocratique des routiers du Niger, SDRN, lui a tenu ce jeudi une assemblée générale constitutive au siège de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Des assises au terme desquelles un bureau provisoire a été mis en place. Compte rendu Youssouf Haïdara et Lukoga. Nous, conducteurs routiers signataires de la présente déclaration, décidons de la création d'une organisation dénommée
syndicat démocratique des routiers du Niger, SDRN. C'est par cette déclaration qu'est créé le tout nouveau syndicat des transporteurs dénommé Syndicat démocratique des routiers du Niger, SDRN. Après avoir mis toute la journée du jeudi 24 août 2017 en contribution pour amender et adopter les textes régissant le SDRN, un nouveau bureau provisoire a été installé avec à sa tête Adamou Yakouba. La centrale d'affiliation, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, par la voix de son secrétaire général, salue l'initiative de ces transporteurs et les rassure de la disponibilité de la CDTN. Au niveau de notre confédération, nous sommes très satisfaits de la bonne tenue de votre assemblée générale. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez compter sur la CDTN. Et à tout moment, nous serons disposés à vous accompagner par rapport à la mise en œuvre de vos revendications ou de la mise en œuvre de votre cahier de doléances qui serait probablement élaboré et déposé dans les tout prochains jours. Au terme de cette assemblée constitutive du SDRN, des résolutions et recommandations ont été formulées par l'assistance. Résolution numéro 1 de l'affiliation. Décide de l'affiliation du dit syndicat à la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Résolution numéro 2 sur la tenue du premier congrès. Engage le bureau exécutif provisoire et les organes qui seront mis en place à s'activer pour l'organisation du premier congrès dans un délai n'excédant pas un an. Recommande au bureau exécutif provisoire à procéder dans les meilleurs délais à la mise en place des structures de base du syndicat pour favoriser la prise en charge. Le secrétaire général du bureau provisoire a remercié ses camarades du SDRN et les invite à se mobiliser autour de lui pour la défense de leurs intérêts. Rappelons que ce bureau provisoire du SDRN est composé de 23 membres et 3 commissaires au compte. Pour mener à bien ces activités de développement, l'administration publique dispose des centres et services de documentation qui ont pour mission la collecte, le traitement et la diffusion des documents d'information à un public cible. Quelles sont les difficultés auxquelles font face ces centres et services dans l'accomplissement de leur mission? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïchatou Mahamadou de l'UCOGA. L'administration et autres institutions nigériennes sont dotées de centres et services de documentation chargés de la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au profit de l'institution de tutelle. C'est le cas du Centre d'information et de documentation économique et sociale CIDES qui est sous la tutelle du ministère du Plan de l'aménagement du territoire communautaire. Créé depuis 1988, le site tente de mener à bien ses activités, dont entre autres l'orientation des usagers et l'accès aux fonds. L'information là, elle est gérée par ce qu'on appelle les services de documentation ou des archives. Avec l'avènement des nouvelles technologies, l'information elle est mieux gérée à travers ces services-là, qui vous donnent en un temps réel l'accès aux documents dont vous disposez et à toute autre information. Début donc des années 90 jusqu'au début des années 2000, on peut dire qu'il y avait beaucoup plus d'usagers qui fréquentaient le CIDES que maintenant. Bon, cela est peut-être dû au fait que, bien que le CIDES soit ouvert au grand public, et on a constaté que pour le cas du ministère, des agents du ministère du Plan, des fonctionnaires, et chacun essaie de conserver ses documents dans son bureau et au lieu de les envoyer ici au CIDES. C'est ce qui fait que les fonctionnaires du ministère du Plan sont de moins en moins nombreux à venir ici. Le goût de la lecture n'est pas très élevé dans nos pays par rapport par exemple aux pays occidentaux. Ça c'est également une autre raison. Nous donnons jusqu'à 2 documents, parfois même jusqu'à 3 documents par semaine, 3 maximum documents par semaine renouvelables. Et c'est ça qui nous permet de gérer ce fichier de prêt que vous voyez là. Et quand le document est en prêt, bien sûr, on ne peut pas l'avoir si on a un seul exemplaire. Malheureusement, il y a aussi des documents qu'on a perdus. Vous avez parlé de perte de documents.
Bon, et pour éviter ces pertes, avant de prêter un document, je prends la pièce d'identité de l'usager et pour le contraindre à revenir. D'aide d'accès libre, le Centre d'information et de documentation économique et sociale CID offre un cadre apaisant et attire le public. Ces usagers passent leur temps à mener des recherches, cependant ils déplorent l'état du fonds. Bon, c'est un lieu qui est calme, tranquille, où on peut travailler vraiment sereinement. Il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis, bon, vraiment le cadre est idéal vraiment pour faire de la recherche et pour réfléchir. Ici, d'abord, je crois qu'il y a vraiment un problème de fonds documentaires. Un problème très sérieux. Et à un certain moment, il y avait énormément vraiment de fonds documentaires relatifs, par exemple, au plan de développement économique des années 60 jusqu'à 70-80. Mais malheureusement, tous ces documents-là sont perdus aujourd'hui. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils prennent des documents, ils ne les ramènent plus. Et ça, c'est vraiment très sérieux. Et en plus de cela, c'est que, en fait, le centre, c'est un centre de documentation sur le développement économique et social. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, ce centre-là n'a pas de connexion avec les ministères sectoriels, par exemple le ministère des Finances, et surtout le ministère du Plan, qui est en fait la tutelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documents qui sont en fait donc dans des tiroirs, là-bas dans ces ministères, qu'on ne retrouve pas ici. Et or, je crois que le centre devrait avoir un lien direct avec ces ministères qui produisent des documents et qui doivent donc leur retrocéder ces documents afin que ça soit ouvert à tout le public. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est l'un des ministères de l'État qui dispose d'un centre de documentation et de services à l'intérieur du pays. Ici, l'information à temps réel est la priorité. Dans un premier temps, on collecte la documentation sur l'eau et l'assainissement produite par le ministère ou reçue par le ministère ou produite pour le compte du ministère. Et une fois arrivé, cette documentation suivie ce qu'on appelle l'enregistrement. Après l'enregistrement, il y a le traitement physique et intellectuel qui consiste à extraire l'information contenue dans ce document-là. Une fois traité, ce document passe à la saisie dans la base de données. Nous disposons de deux bases de données. Une base de données documentaire qui compose plus de 7000 références et une base de données sur les textes réglementaires, tout ce qui est décret, ordonnance, que ce soit relatif à l'eau ou autre. On est en projet de numérisation et ici, je vais vous dire clairement que les autorités prêtent une attention très très particulière à leur documentation. Les responsables du ministère s'y prêtent à corps et âme pour que cette documentation marche. Et Dieu merci, ça marche. Aujourd'hui, si ces centres et services de documentation ont connu un succès malgré les difficultés de fonctionnement, c'est grâce au rôle important qu'ils jouent dans la diffusion de l'information au public, le traitement des dossiers, le dénouement du conflit comme ce fut le cas de l'île de l'été qui avait opposé l'État du Niger à la République du Bénin. Après 5 jours de formation, l'atelier de renforcement des capacités des journalistes et techniciens du groupe de presse Canal 3 Niger, organisé par la Voix de l'Amérique, a pris fin à la grande satisfaction des participants. C'est le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger qui a présidé la cérémonie de clôture. Les détails avec notre confrère de la télévision Canal 3 Niger, Seni Amadou. Se familiariser aux techniques de reportage modernes en s'appuyant sur les recherches en ligne de la source de l'information et l'utilisation des réseaux sociaux et autres plateformes et applications comme WhatsApp, Facebook. Voilà le plat de résistance des 5 jours de formation des journalistes et opérateurs de prise de son du groupe de presse Canal 3 Niger. Procédant à la clôture officielle de la formation, Philippe Nelson, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, a réaffirmé l'engagement de son pays à promouvoir et défendre la liberté de presse et à œuvrer pour le professionnalisme des médias. Nous travaillons à travers des conférenciers, des échanges et des bourses pour soutenir la formation médiatique à la fois aux médias conventionnels et aux médias sociaux. Nous finançons des programmes comme celui de cette semaine
qui forment des journalistes dans des pays du monde entier. Nous défendons la liberté de la presse face au gouvernement du monde entier et nous continuerons à soutenir la presse nigérienne afin qu'elle puisse relever les défis de l'éthique et du professionnalisme. Au terme de la formation, c'est un sentiment de satisfaction générale qui se dégage de la vie des participants. Et à travers cette formation, nous avons eu des outils qui vont nous permettre d'être prêts déjà pour 10 ans. Parce que nous ont donné des techniques pour utiliser les techniques et les nouvelles technologies d'information à travers les téléphones, les tablettes et autres, pour faire des reportages sur le terrain, mais aussi au-delà, on a appris beaucoup de techniques en matière de rédaction journalistique, en matière de reportage en zone de conflit, mais aussi en période électorale. Nous tenons à remercier la VOA qui est notre partenaire. Et au cours de ces 5 jours, la VOA, les experts nous ont montré comment monter un élément avec un portable et comment enregistrer un élément et monter et combiner le son et les images. Donc au cours de cette formation, vraiment, nous avons beaucoup appris. Donc nous remercions vraiment l'ensemble et des experts qui nous ont aidés au cours de ces 5 jours. 5 jours d'intenses travaux, d'échanges d'expérience ayant permis aux journalistes et opérateurs de prise de son de Canal 3 Niger d'approfondir leurs connaissances en vue de servir le public nigérien une information de qualité, crédible et correcte. Une formation qui sera sanctionnée par des attestations de participation. La visite guidée du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Niger, des locaux de Canal 3 Niger, a constitué le clou de cette cérémonie de clôture du séminaire de formation des journalistes et techniciens de Canal 3 Niger, la télévision tout simplement au service du développement du... Autre aspect de cette édition, les journalistes nigériens au nombre de 20 invités du roi d'Arabie Saoudite au pèlerinage 2017 poursuivent leur séjour normalement en Terre Sainte. Les journalistes nigériens ont consacré la journée d'hier au rite de la Oumra appelé le petit pèlerinage. Ibrahim Yoro depuis l'Arabie Saoudite. Après 43 heures de voyage, les invités nigériens de Sa Majesté, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, ont entamé les rites du pèlerinage quelques instants après leur arrivée à l'hôtel. D'abord, la Umrah. À la prestigieuse Al-Haram, le territoire de la sainte mosquée de la Mecque, où il est interdit d'attenter à la vie des hommes et même des animaux, ce sont les 7 tours de la Kaaba ou le Tawaf. Ensuite, le trajet à Safa et Al-Marwa. Pour l'histoire, c'est ici que le prophète Ibrahim alayhi salam a laissé son épouse Sarah et son enfant Ismaël sur instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assoiffée, Sarah fit 7 fois le trajet entre As-Safa et Al-Marwa à la recherche d'un signe de vie du haut de ces 2 collines. C'est pendant ce périple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'entremise de l'ange Jibril, fit apparaître l'eau Zamzam qui coule encore des milliers d'années plus tard. Allahu Akbar. Aujourd'hui, ces collines millénaires cohabitent avec la modernité et reçoivent chaque année la visite de millions de musulmans venus du monde entier. Pour l'édition présente du pèlerinage, le Niger compte 11 000 pèlerins, dont les 20 invités du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Après l'étape de Médine, les pèlerins de l'agence Al-Manasik sont à la Mecque où ils accomplissent leur Umrah. Les responsables de l'agence, quant à eux, sont en train de familiariser les pèlerins aux différents lieux du Hajj. Soumana Karim. Comme vous le voyez, nous sommes maintenant à la Mecque, après bien sûr l'étape de Médine, un voyage non-stop qui conduit les pèlerins de l'agence Al-Manasik à la ville sacrée de la Mecque, en passant par Mikat,
Zul Hulayfa, situé à 12 km de Médine, où ils ont pris leur intention. 2 rakas surrogatoires. Après ces 2 prières, ils continuent leur voyage tout en faisant la talbiya. Ici à la Mecque, ils ont juste le temps de déposer leurs bagages et continuer vers la mosquée sacrée de Masjidul al-Haram, où les pèlerins d'Al Manasik accomplissent leur Umrah qui se résume 1. à l'intention au niveau de Mikat, 2. le Tawaf qui consiste à faire 7 tours, 3. le Say qui consiste également à faire 7 fois As-Safa al-Marwa, et enfin 4. diminuer les cheveux ou les raser. Après une semaine de repos, les responsables de l'agence Al-Manasik ont initié une grande ziara afin que les pèlerins se familiarisent aux différents lieux, Muzdalifa, Mina et Arfa, où se dérouleront les rites du Hajj. irni kul margu isol bisa wa wakin digidu kan irna boraina gira ispande yudi yabul tawna kancina annabi afutta bi kuso de ran ganda abubakar yari mono idiga ina rade sambe kwande yabul rahma kan di arfuton do in koy dinan go mi batma yari mono irni kaba batma man kancina abuda irbi subai muzdalifa wadi mo irni kab muzdalifa dimat kancine muzdalifa. Fiers d'avoir accompli la ziara, les pèlerins ne cachent pas leur satisfaction et remercient par la même occasion l'agence Al-Manasik. gashi nan kaga ga muna rungume da lemu muna rungume da filo yanzu kuma in mun haye zata su zo su gaida mu in sun ka gaida mu kuma su yi mana turaren huta sa'an nan kuma likitan da an ka zo mu tare da ita ta hau tana jibi mu huri wallahi ku biya almasab ku ji daɗi masha Allah mun ziyara il koy il bitondo kara ka bi ko il ya funno il koy nina ni ya ko girke Muzdalifa ni ya girke jamrat na kiki jinda yo wote ni ya girke na kanno Aisha Sarawa masha Allah ya sabu sai il war sin san san garga ko girga ka ne na go girga im to wodan shiwo go im to go wa go sukaro go haya me amego il koy na wala amal barka da yin jalla goda. Avec Al-Manasik, c'est le meilleur encadrement avec des professionnels du métier. À quelques jours de la fête de Tabaski, les aliments pour bétail inondent les différentes artères de la capitale. Une de nos équipes a fait le tour de certains points de vente pour constater leur accessibilité. Constat avec notre stagiaire Amina Jibo-Bagé et Rabiou Labo. En sillonnant certaines artères de la capitale, on constate de part et d'autre des étalages destinés exclusivement à la vente d'aliments pour bétail. Une activité génératrice de revenus dont la pratique se propage de plus en plus. En ces périodes, on achète et on revend. Les gens viennent acheter. Ces nutriments pour bétail proviennent de plusieurs régions du pays. Ça nous parvient de Zender et Maradi. Très riches en vitamines, ces nutriments sont disponibles en toute variété et à des prix abordables. On a tout, du son, des feuilles de gao, d'arachide, etc. Ça apporte beaucoup de vitamines au bétail. Si certains vendeurs s'adonnent à cette activité à l'approche des fêtes de Tabaski, d'autres l'exercent de façon permanente. C'est la fin de cette édition d'information de la télévision Bonferré. Merci de l'avoir suivi et restez toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir.